Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Bonjour, bienvenue en Irlande du Nord. Je me trouve à Londonderry, ou plutôt Derry, comme on l'appelle ici. C'est un fief catholique, une ville qui a subi beaucoup de troubles entre catholiques et protestants. Maintenant, ces troubles sont derrière eux. La preuve en est ce pont sur lequel je me trouve, qui s'appelle le Pont de la Paix, construit en 2011. Allez, on va visiter l'Irlande du Nord, riche en histoire et en paysages, et on terminera à Belfast. Et bien sûr, on va rencontrer nos Bretons. C'est parti. La paix, celle de l'accord du Vendredi Saint de 1998, est symbolisée à plusieurs reprises dans cette ville qui payait un lourd tribut au conflit nord-irlandais, aux troubles comme on les appelle ici. Et d'ailleurs, elle pourrait paraître fragile cette paix, à voir ses canons pointant vers le pont de la paix. Les hostilités semblent pourtant derrière maintenant. Les canons, tout comme les remparts sur lesquels ils reposent, datent du XVIIe siècle et rappellent qu'ils servaient à défendre une ville de colons britanniques qui sut résister aux assauts du roi catholique Jacques II en lutte contre le protestant Guillaume III d'Orange. Ce fut le célèbre siège de Derry de 1689 qui se solda par une victoire décisive et pérenne pour les protestants loyalistes. Les catholiques, eux, n'eurent de cesse depuis de tenter de récupérer leurs droits civiques, jusqu'à ce nouvel épisode tragique dans ce quartier du Bogside, le 30 janvier 1972. L'Angleterre envoie alors ses soldats pour réprimer une manifestation pacifique. Bilan, 14 morts et presque 40 ans d'attente pour que le gouvernement britannique présente ses excuses pour ce qui fut nommé Bloody Sunday, le dimanche sanglant, mis en musique par YouTube. La route de cette côte septentrionale offre des paysages bretons et normands à la fois. Des falaises, des rochers, une façade escarpée et sauvage qui invite au fantastique. Nous débouchons sur un spectacle insolite et très touristique aujourd'hui. La chaussée des géants, une curiosité naturelle qui doit son nom à la légende du géant Finn qui habitait les lieux. Voici d'ailleurs une botte qu'il aurait laissée au milieu de 40 000 colonnes de basalte gris. Elles sont le plus souvent de forme hexagonale, quand elles ne s'étirent pas telles les cordes d'une harpe ou les tuyaux d'un orgue. Un décor qui a souvent servi de toile de fond à la mythique série Game of Thrones. Notre prochaine halte, au cœur de l'Ulster, se nomme Ballymena, un nom tout trouvé pour accueillir Bibendum. L'usine de Michelin fut construite en 1969, au moment du début des troubles. Elle compte quelques 800 salariés. Bonjour. Nous y avons rendez-vous avec notre premier breton, Jean. Ce costarmoricain de 29 ans a quitté la Bretagne à 18 ans. Après des études d'ingénieur à Nantes, il déroule depuis 6 ans une carrière tout en ascension chez Michelin, dont les 3 dernières années passées ici. Ce vrai produit de la méritocratie s'occupe désormais, entre autres, de la cuisson du pneu, alors que ses parents, eux, continuent de cuire du pain. Ça fait 4 générations en fait que, du côté de mon père, qu'ils ont une boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. Moi, j'ai décidé de ne pas continuer. Et,
d'aller dans une autre voie, de devenir ingénieur et d'aller travailler chez Michelin. Depuis tout petit, mes parents m'ont toujours poussé à faire des études et c'était pareil pour mes deux sœurs. Parce que une boulangerie, pâtisserie, je pense, il y a 20-25 ans, ça marchait bien. Maintenant, on a tous les supermarchés et les gens ils préfèrent aller faire leurs courses et faire toutes leurs courses au même endroit, ce qui a tendance un peu à tuer les petits commerces. Donc du coup, même si aujourd'hui, la boulangerie de mes parents, ça marche bien, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ils travaillent 7 jours sur 7 avec des horaires qui sont pas faciles. Donc travailler ici dans le privé, c'est quand même beaucoup plus accommodant. Et lui-même s'accommode bien. Après la Roumanie, l'Inde, il découvre à présent l'Irlande du Nord qu'il préfère. Et il continue de gravir les échelons. J'ai travaillé dans différents départements. Quand je suis arrivé ici, je suis arrivé dans le département où on fabrique les pneus. Ensuite, j'ai évolué dans notre poste de responsable qualité en cuisson, là où on cuit les pneus, on met les marquages sur les pneus. Et ensuite, je suis passé ce qu'on appelle chef d'atelier, donc j'ai pris en fait le travail de mon chef. Et donc maintenant, je suis responsable de la partie transport et logistique, de la partie vérification et la partie cuisson. Ici, c'était plutôt facile. Les gens ils sont plutôt travailleurs, c'est facile de travailler avec eux, c'est facile d'avoir des résultats. Ils sont plutôt motivés, ils ne comptent pas vraiment leurs heures. Si on a besoin de quelqu'un pour rester plus tard, pour travailler sur un projet, ça a toujours été très facile. Je préfère travailler en fait ici en Irlande du Nord plutôt que de travailler en France. J'ai toujours trouvé ça plus facile, plus agréable. Seul petit bémol, l'anglais. Au début, quand je suis arrivé, je ne comprenais rien. Je me souviens encore de ma première réunion, il y avait 20 personnes autour de moi. Et je n'arrivais pas à comprendre juste un mot. Donc au début, je me suis demandé qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu es venu ici, tu ne veux jamais rien comprendre. Parce qu'ici, à Ballymena, l'accent il est très fort. Si vous bougez peut-être sur 20 km, vous allez dans un autre village, l'accent est différent. Donc au début, c'était pas facile, mais je m'y suis fait. Maintenant, j'arrive à comprendre presque tout le monde et presque tout le monde arrive à me comprendre quand je parle. Moi, le matin, quand j'arrivais, j'étais habitué à juste dire hello ou hi. Ici, ils disent tous alright. Ils disent pas yes, ils disent hi. Des choses comme ça. Au début, quand je suis arrivé ici, c'est vraiment bizarre, je ne ferais jamais ça. Et puis ensuite, 6 mois plus tard, je me suis pris en fait à le dire aussi. Et maintenant, il se sent comme un poisson dans l'eau. Ici, ils sont tournés vers la mer. En Bretagne aussi, même en Bretagne, c'est un peu différent, mais je pense que les Bretons aussi, ils sont assez tournés vers la mer. C'est des gens accueillants. En Bretagne, je pense qu'on est aussi assez accueillants. Tu dis ça parce que ton patron est juste derrière, c'est ça? Ouais. Non. Il est pas irlandais, il est anglais. John, c'est donc le patron de Jean, un Anglais qui a fait toute sa carrière chez Bibendum. Il parle parfaitement le français et en plus, il adore la Bretagne, à tel point qu'il va y vivre bientôt. J'ai eu la chance de devenir directeur de l'usine Michelin à Vannes en 2006. Et j'ai décidé d'acheter une longère dans la région, donc dans une petite commune de Saint-Avé, juste à côté de Vannes. Et j'avais décidé qu'en 2006, que ça sera l'endroit où je prendrai ma retraite. Surtout, je crains un peu la température. Donc en Bretagne, on arrive à 25-30, pas plus, pas souvent. Et je trouve que il y a une culture bretonne qui n'est pas trop loin de notre culture sud-ouest de l'Angleterre. Et j'ai trouvé un accueil super à Vannes, donc voilà, c'était simple. Et John est aussi un habitué des pages du Télégramme. J'ai croisé les journalistes du Télégramme là-bas et il a trouvé ça très marrant de me montrer en maillot anglais au milieu de la France, dans l'usine en France. Et lors des Jeux olympiques en 2012 à Londres, j'ai été sollicité pour donner mon impression de comment ça allait se passer. Donc c'était toujours un petit peu humoristique. J'étais une Britannique qui parlait un peu français. Donc souvent, lors des fêtes, les entretiens à l'école, les choses comme ça,
J'étais souvent sollicité pour venir dans les écoles parler anglais, par exemple, ou recevoir les visiteurs anglais qui venaient à Vannes avec la mairie. Donc oui, je suis un fan de rugby. J'étais supporter de RCV, donc le Rugby Club Vantaise. Et très souvent aussi, j'étais sollicité pour les trucs autour des tournois de destination, des choses comme ça. France-Angleterre, c'est toujours très important le match France-Angleterre. On quitte Michelin, Jean et John, et on reprend la route. Direction Belfast, sur un air d'un natif de la ville, Van Morrison. Well, I'm caught one more time up on Cypress Avenue. Caught one more time up on Cypress Avenue. Ville de 300 000 habitants, désormais pacifiée, Belfast fut une grande cité industrielle où transitait et prospérait le commerce du lin, spécialité de l'Ulster, via des moulins et ses anciennes cheminées de briques rouges. L'ancien marché du lin se trouvait ici, à l'emplacement actuel de l'hôtel de ville, sur lequel le drapeau britannique ne flotte plus que 18 jours par an, selon une loi votée en décembre 2013, mais près duquel la reine Victoria s'érige en majesté, même si elle ne s'est rendue qu'une seule fois dans la ville, en 1848. On retrouve la reine un peu plus loin, au sein de l'université Queen's, en style gothique Tudor, fondée en 1845 et nommée d'après elle. On y reconnaît aussi ce blason, la main rouge de l'Ulster, que l'on rencontre un peu partout dans la ville, et même sur les fresques murales. Cette main serait celle du chef viking qui se la serait tranchée il y a 1000 ans et l'aurait jetée sur cette terre irlandaise et ainsi l'acquérir. À croire qu'une certaine violence serait constitutive de l'histoire nord-irlandaise, même si le mot qui revient désormais sur ces murs est celui de paix. Alors Donna, on l'ignore parfois vu de France, c'est vrai qu'à Belfast, il y avait des murs, un peu comme le mur de Berlin, Oui, mais c'est entre la communauté catholique et la communauté protestante. Et il y avait même donc, des portes qui se refermaient la nuit. Explique-nous un petit peu. Okay. Pendant les troubles qui ont commencé en août 1969 et qui ont duré jusqu'à les accords de paix en 1998, il y avait beaucoup de murs qui divisaient les deux communautés, c'est-à-dire la communauté unioniste, quelquefois on dit loyaliste, ce sont les gens qui veulent rester partie du Royaume-Uni, et la communauté républicaine ou nationaliste, ce sont les gens qui veulent le rattachement avec la République d'Irlande. Alors les unionistes, c'est du côté protestant et les républicains, ce sont des catholiques en général. Oui, généralement, oui, c'est comme ça. Ici, on était où ? Nous sommes dans le quartier Falls, F-A-L-L-S. C'était autrefois un bastion républicain. Alors, les gens qui habitaient ici veulent le rattachement avec la République d'Irlande. Et cette porte s'est rouverte complètement quand ? En quelle année ? Mais depuis les accords de paix, en 1998, c'est ouvert. Sauf le dimanche. C'est fermé le dimanche. Alors, ces murs, pour la plupart, sont recouverts, on le voit, de fresques. Oui. Qui est-ce qui peignait ces fresques et qu'est-ce qu'elles représentent ? La plupart des artistes sont des anciens prisonniers politiques. Ils ne voulaient pas être considérés comme des criminels, mais les prisonniers politiques. Et ils croyaient que les médias ne les représentaient pas. Donc, ils ont commencé d'écrire des paroles sur les murs et ça a évolué à ces fresques qu'on voit maintenant. La plupart des fresques républicaines sont après le coin. Ici, c'est le mur de solidarité. On peut voir là les liens avec l'Irlande et Palestine. Après, on a beaucoup de petits visages. Ce sont les gens qui ont lutté pour l'indépendance irlandaise au fil des années. En total, il y a 10 hommes
qui sont morts pendant les grèves de faim. Voici Bobby Sands avec le visage souriant. Et pas loin d'ici, il y a une autre fresque très grande sur un poignet d'une maison, en fait sur un poignet du siège social de Sinn Féin. Voilà pour les catholiques. Les héros ne sont pas les mêmes du côté des protestants. Dans ces quartiers situés plutôt à l'est de la ville, les fresques sont signées UDA, Association de défense de l'Ulster, ou UFF, Combattants de la liberté de l'Ulster, les équivalents unionistes du Sinn Féin et de l'IRA, son ancien bras armé. À l'image de cette île scindée en deux depuis 1921, date de la création de l'Irlande du Nord, Belfast était elle aussi coupée en deux, entre protestants loyalistes et catholiques républicains. Quelques 3600 personnes périrent durant cette période. Martyrs pour les uns, terroristes pour les autres. Les traces de cette histoire récente sont omniprésentes, telles ces barbelés qui surplombent les murs et ces grilles qui protégeaient les maisons des jets de pierre et des cocktails Molotov. Aujourd'hui, le déclin de la ferveur aidant, l'apaisement est manifeste. Pour preuve, les églises, qu'elles soient protestantes ou catholiques, sont de plus en plus mises à la vente, déconsacrées et reconverties. Certains quartiers, notamment les quartiers rénovés, sont désormais occupés par les deux communautés, comme ici, où Alain a décidé de s'installer. Bonjour Alain. Bonjour. C'est chouette ici, donc c'est la cave de l'Ox. Voilà. C'est ça. Ce Finistérien est sommelier, gérant et propriétaire du restaurant Ox, l'un des 2 seules étoiles Michelin d'Irlande du Nord. L'établissement a ouvert en 2013, mais Alain, qui vit ici depuis 2007, a une histoire encore plus ancienne avec le pays. J'ai commencé l'hôtellerie à 16 ans et j'ai travaillé dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Le Goyen, et qui a été une étoile au guide Michelin. Et j'ai appris mon métier chez eux. J'ai fait 3 saisons d'été, c'était dur. Quand je voyais mes copains passer devant la plage avec leur surf, et moi j'étais en train de bosser, mais bon, j'ai beaucoup appris. Et donc c'était à Audierne, juste devant le port de pêche d'Audierne, c'était magnifique. Et là vous étiez en salle, c'est ça? J'étais en salle, j'ai toujours été en salle. Et donc, en même temps, j'étais au lycée de Chaptal, au lycée hôtelier de Chaptal, donc j'ai appris les bases. Et donc, après, je suis retourné au Goyen et ils m'ont dit bon, c'est bien ce que tu fais, c'est très bien, mais il faut que tu apprennes l'anglais, il n'y a pas photo, il faut vraiment que tu apprennes l'anglais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai écrit à plusieurs hôtels en Irlande. Et cet hôtel qui s'appelle le Nurmore m'a donné un poste comme sommelier. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré ma femme, Laura, en 1994. Et après, quand j'ai quitté Dublin pour retourner à Paris, et donc j'ai travaillé pour un Breton à Paris, Alain Passard, à l'Arpège pendant presque 6 ans. C'était une expérience formidable. Ce chef breton triplement étoilé a d'ailleurs laissé sa signature ici et a sans doute prodigué quelques conseils à Alain et à son chef irlandais, Stevie. Je l'ai rencontré à Paris et puis bon, comme il était de Belfast, on s'est tout de suite liés d'amitié et on a trouvé cet emplacement où est Ox maintenant, en bord de rivière. Quand on a débuté, je n'avais pas de sommelier, donc c'était à moi de faire la carte des vins. Et on a été élu Wine Experience, donc l'expérience de vin de notre bar à vin pour toute l'Irlande. Donc on était très très fiers, ça date d'hier. Pour Ox, c'est le maître d'hôtel de l'année, donc moi-même. Mais bon, c'est mon équipe. Et vous avez du cidre? Oui. Vous avez du cidre breton? Il y a des vrais points communs entre les Irlandais et les Bretons? Oui, je trouve que comme les Bretons, on ne se prend pas trop au sérieux.
on est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Et je trouve qu'on a une philosophie de la vie qui est très similaire. Personnellement, je me sens plus chez moi en Irlande que dans le sud de la France. Bah, bonne continuation. Ouais, merci. Nous quittons Allain et Lox, situés dans ce quartier en pleine transformation, à quelques pas de l'emblème le plus imposant de ce nouveau Belfast, le Titanic Belfast. Inauguré en 2012, à l'occasion du centenaire du naufrage du célèbre paquebot, ce vaste musée retrace la courte et tragique épopée de ce navire qui fut construit ici, dans ses chantiers navals. Halte incontournable et émouvante, où l'on s'immerge le temps de la visite dans le quotidien des passagers du transatlantique au destin funeste. On y découvre leurs cabines de première, deuxième ou troisième classe, des courriers adressés à des êtres chers et parfois même des instruments. Nos prochains Bretons sont musiciens et chanteurs. En couple depuis 2008, année de leur rencontre en Irlande, David et Amélie ont créé une association de Bretons de Belfast. Maintenant, on a une association qui s'appelle Balferste. C'est un jeu de mots avec le nom en gaélique, en irlandais de Belfast, Balferste avec Bal. Et on fait donc une session mensuelle, donc un petit peu sur le même principe des sessions Brézère à Dublin, sauf qu'on joue un éventail plus large, on va dire, au niveau des styles de danse, des traditions. Pourquoi est-ce que vous êtes tous venus en Irlande, d'abord à Dublin, ensuite à Belfast? Pour apprendre l'anglais, tout simplement. Après mes études, avant de trouver un travail sérieux, mon objectif c'était de venir en Irlande, bosser mon anglais, avoir un anglais impeccable, rentrer en France et avoir un super boulot. Ça c'était le plan. Et finalement, je me suis plu à Dublin. Et puis après, la vie a fait que je suis arrivé à Belfast, pour le boulot aussi, parce que j'ai voulu changer de boulot, et ça m'a amené à Belfast, et j'ai rencontré Amélie. Maintenant, je travaille dans un service après-vente d'une boutique qui vend des vélos sur Internet. C'est pareil, je suis venue pour apprendre l'anglais à Dublin pendant 1 an, comme jeune fille au pair. Et après, je rentre en France. Comme j'ai beaucoup aimé l'Irlande pendant cette première expérience, j'ai voulu revenir en Irlande. Donc après ma licence, je suis venue à Belfast comme assistante de français dans une école secondaire. Et puis après, je suis rentrée en France finir mes études et je suis revenue après à la fin de ma maîtrise à Belfast. Et là, j'ai commencé à travailler à l'université comme lectrice de français. Quelle différence entre Dublin et Belfast? Pas du tout la même ambiance. L'accent aussi des gens était très différent, rien à voir. Au bout de 2 ans à Dublin, je pensais que j'avais acquis un petit niveau en anglais assez potable. Et quand je suis arrivé à Belfast, je me dis qu'il fallait que je recommence tout. C'était à zéro. Ouais. C'était un autre univers. Ouais, non, l'ambiance, la mentalité aussi, on sent que les gens ne sont pas passés par les mêmes expériences ici et n'ont pas le même vécu. Ouais, finalement, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on est à 2 heures de route de Dublin. Ouais. On est sur la même île, dans le même pays quasiment, mais c'est vraiment pas un autre monde quand même. Mais... Après avoir vécu 2 ans à Dublin, ma première impression était plutôt négative et je me suis dit, voilà, je vais faire 6 mois et je vais rentrer sur Dublin parce que c'est pas possible de rester dans cette ville un peu avec l'ambiance pesante, un peu austère. Et donc, la ville a, je pense, beaucoup changé en fait depuis presque 10 ans. Et maintenant, quelqu'un qui arrive à Belfast n'aurait certainement pas la même impression. Je pense avec le port, le musée du Titanic, le centre-ville qui a changé, qui est devenu beaucoup plus commerçant, piétonnier, ouvert même, parce qu'avant même il était même fermé. C'est la rosée du joli mois de mai qui fait danser mamie auprès de moi. C'est la rosée du joli mois de mai qui fait danser mamie auprès de moi. Une impression d'ouverture et de renouveau que nous avons effectivement ressentie de jour comme de nuit.
Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And if I get drunk, yes, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. On se quitte à Belfast qui a bien changé comme vous le voyez. On peut y circuler maintenant complètement librement le soir, la jeunesse sort. Je suis dans l'une des rues principales près de la cathédrale, juste à côté du Duke of York. C'est là où Gerry Adams, le président du Sinn Féin, était serveur il y a fort longtemps. Voilà, je vous dis cheerio comme on dit ici, et à une prochaine fois. Ciao, ciao. Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.